j'ai été identifié ce matin par M. Dong, qui parlait de ceux qui partiraient à Busan en train, et je suis inscrit pour partir de Berlin début octobre pour faire tout le chemin que d'autres parcouriront ou parcourront en avion. Ceci comme présentation, mais je ne suis pas là comme participant à Busan, je suis là comme un accompagnateur écuménique. En anglais, en abrégé, on appelle ça EA, de accompagnateur écuménique, justement. Et j'ai passé là les 3 mois d'été en 2011 avec 30 autres accompagnateurs écuméniques. Le total des pays qui ont été représentés dans ces 1000 volontaires qui ont passé 3 mois chacun depuis 12 ans, c'est 40 pays. Et ce que je voudrais dire ici, comme une première projection et une illustration de ce que Michel Dzer a très bien brossé comme tableau général de la région, c'est que contrairement à ce qu'on entend souvent dans les discussions, ce n'est pas seulement une question entre Palestiniens et Israéliens, mais il y a une forte composante chrétienne. Et pour vous illustrer la présence des chrétiens en Palestine et Israël, en 1948, on estime que le 90% des habitants de Bethléem étaient chrétiens. Le 50% des habitants de Nazareth étaient chrétiens. Aujourd'hui, à Bethléem, il n'y a plus que 25% d'habitants chrétiens. Et à Nazareth, plus que 10%. À Jérusalem, en 1967, avant la guerre des 6 jours, on comptait 32 000 chrétiens. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 9 000. Et c'est une composante, même si elle est minoritaire de la situation, qui est d'une grande importance. Et je me demande souvent pourquoi les chrétiens qui soutiennent à bout de bras Israël et ses positions oublient qu'il y a aussi des chrétiens qui, eux, sont, par la force des choses, des Palestiniens. Alors, pour illustrer un peu les expériences que j'ai faites, représentez-vous 7 équipes réparties dans tout le pays, depuis le nord jusqu'au sud, dans ce qu'on appelle la Cisjordanie et à Jérusalem. Dans notre équipe de Jérusalem, il y avait 5 personnes, dont 3 femmes scandinaves, un Allemand et moi, qui suis suisse. Et nous avions comme mission d'aller sur place, sur le terrain, comme on dit, pour accompagner les Palestiniens dans leur passage difficile des points de contrôle qu'on appelle en anglais checkpoint, d'un mot un peu neutre, passe-partout, et que je préfère traduire par barrage routier, militaire et oppressant. Et quelques exemples de ce que nous avons vécu et vu de nos yeux. Donc là, je suis témoin oculaire. Un jour, l'équipe de Jérusalem est appelée d'urgence dans un petit village qui s'appelle El Khalaïle, au nord-ouest, et nous avons pris une voiture pour aller le plus vite possible sur place. Il y avait là au moins 20 véhicules militaires lourds et un bulldozer, 2 bulldozers de marque Caterpillar, on devrait dire, qui démolissaient des constructions faites par les Palestiniens qui avaient pris le devant parce qu'ils n'obtenaient jamais l'autorisation de construire. Ainsi, j'ai vu détruire devant nos yeux une épicerie. La maison qui était à côté avait construit une annexe qui a été démolie sous les yeux des garçons qui vivaient là-dedans. J'ai vu démolir l'abri ou l'étable des chèvres et des moutons, et aussi un dépôt pour un déménageur palestinien qui a été ainsi empêché de travailler. L'épicerie détruite, toute une famille avec 15 membres n'avait plus de gagne-pain. Un autre exemple, nous avons visité Hébron, où était une autre équipe de 5 volontaires EA, ou accompagnateurs écuméniques. Dans une ville de 60 ou 70 000 habitants, il y a une petite colonie de colons israéliens qui occupent une rue, la principale rue marchande, qui a été, toutes les échoppes ont été fermées avec
avec le fer à souder. Il y a une barre de fer à travers tous ces magasins et ils ont perdu leur gagne-pain. Et dans ces maisons sont venus s'installer des colons qui n'habitaient pas là autrefois. Et il y a littéralement une tension permanente dans cet Hébron parce que les soldats font des tours, ils tirent, ils empêchent les Palestiniens de passer. On peut littéralement couper au couteau toute cette tension. Un autre exemple, le quartier de Silouan à Jérusalem, où nous allions toutes les semaines après la prière du vendredi, et nous assistions à cette prière sous une tente. Ils n'ont pas l'autorisation de construire une mosquée, mais il y avait des milliers de personnes qui venaient là. Et ensuite, nous discutions avec eux, et ils disaient, de nouveau cette nuit, moi j'ai eu un fils qui a été arrêté, l'autre ajoutait, moi j'ai eu 2 fils qui ont été incarcérés par les soldats et les soldates israéliens qui sont arrivés et qui les ont séquestrés, qui les ont amenés en prison. Alors, il y a une loi qui dit qu'il est interdit de garder les enfants en captivité plus de 24 heures, sauf si on avise les parents. Or, il se passe parfois une semaine sans que le commandant du détachement informe de ce qui est arrivé, et on peut imaginer l'angoisse des parents pour leurs enfants, souvent mineurs, enfin des enfants ils sont mineurs, mais souvent en dessous de 10 ans, qui sont arrêtés et accusés d'avoir lancé des pierres. Alors le contraste est saisissant, si je pouvais vous montrer une photo, entre ces soldats bardés d'armes, de grenades, d'un fusil mitrailleur et d'un casque équipé lui-même de gadgets électroniques qui lui permettent de communiquer en permanence avec son commandant, et puis des garçons qui ramassent des pierres par terre et qui les lancent contre ces soldats dont la plupart portent un gilet pare-balles. J'aurais voulu parler aussi de Ja'alin. Ja'alin est un campement de Bédouins dans la banlieue est de Jérusalem, là où on descend vers la vallée du Jourdain et à Jéricho. J'ai le temps de parler de... Ça va? Alors, je suis très minuté. Ja'alin a été illustré par un article dans le Courrier, le quotidien de Genève, du 10 septembre. Donc, nous sommes à 4 jours de cet article et ça illustre bien avec des photos ce qui se passe. Il y a un plan de déloger toute une grande tribu de Bédouins, qui sont les premiers habitants, bien avant les Juifs, sur cette terre, et que le gouvernement d'Israël a décidé de déloger. Il les avait déjà délogés une fois parce qu'ils étaient tout au sud du pays, dans la région de Beersheba, dans le désert. Et voilà que maintenant il y a une opération qui est lancée, et ils ont été délogés dans un endroit où il n'y a plus ni électricité, ni eau courante, ni travail. Nous les avons visités chaque semaine, ces Bédouins. Mes collègues femmes ont joué avec les enfants, parce qu'il y a aussi des petites filles, donc ce n'était pas à moi de le faire. Et nous connaissons leur angoisse, nous connaissons leur détresse, et d'après les dernières nouvelles, ils devraient être déplacés dans la vallée du Jourdain, où, premièrement, il y a une chaleur extrême, deuxièmement, il n'y a pas de travail, troisièmement, ils ne peuvent pas aller avec leurs troupeaux, donc ils perdent tout moyen de subsistance. Alors, cette visite que nous avons faite régulièrement dans une école, et l'article, si vous le lisez, encore une fois, du 10 septembre, dans le Courrier, vous verrez tous les détails. Ils avaient construit une école pour leurs enfants qui ne pouvaient pas aller à 18 km de là, c'était la plus proche où ils auraient eu le droit d'y être, et on leur a fait le reproche en disant que cette école mettait en danger la colonie de peuplement la plus proche, qui est Ma'ale Adumim, qui est la plus grande colonie de peuplement que les Juifs ont construite dans tout le pays, avec plus de 40 000 habitants. Moi, je viens de la Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds a 38 000 habitants, et la colonie de peuplement la plus grande a 40 000 habitants, qui ont 3 piscines. À la Chaux-de-Fonds, on a une seule piscine, et qui ont tout le confort, y compris des maisons de haute sécurité où habitent certains des ministres du gouvernement d'Israël.
Alors, à La Chaux-de-Fonds, nous n'avons pas le lac parce que nous sommes sur la montagne. C'est à Neuchâtel qu'il y a le lac. Il me taquine. Alors, moi, je vous donnerai des réponses très volontiers à des questions. J'ai aussi, sachant que le temps était limité, j'ai préparé des documents sur le piano avec une carte qui montre la côte de chagrin que représente le territoire que les Palestiniens peuvent occuper. Aujourd'hui, ce n'est plus que 10%, alors que d'après l'ONU, ils auraient dû avoir la moitié, et qui vous montre aussi des témoignages d'un nouvel historien, Ilan Pappé, et d'un historien palestinien. Vous pouvez vous servir sur le piano. Merci beaucoup Théo. Théo est un exemple parmi plus d'un millier, n'est-ce pas, d'accompagnateurs qui ont été, qui ont vu et qui témoignent de ce qu'ils ont vu. Et je pense que cela a fait beaucoup de bien aux communautés, à ceux qui aiment ou ceux qui œuvrent pour la paix en Palestine et en Israël, entre Palestiniens et Israéliens.